Hello! Ça y est, on fait un petit update de la diététique? Allez! Non, mais on va pas parler que de ça, on va surtout parler de ramen. Parce qu'en ce moment, c'est ma vie, le ramen. Mais petit update diététique, comme tu le sais, depuis le début d'année, je me forme à la diététique. Alors, dans les grandes lignes, je vais pas être diététicienne. Je suis une formation qui s'arrête en juin, donc en gros, faut que je la termine là incessamment sous peu. Force et honneur à toutes celles et ceux qui sont dans ce métier ou dans un métier approchant la diététique, parce que c'est sacrément velu, la diététique. Voilà, c'est vraiment... Alors là, en plus, je suis dans la biochimie, donc plutôt toutes les maladies relatives à l'alimentation ou qu'une alimentation peut aider à améliorer, on va dire. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais t'as compris l'idée. Et franchement, c'est pas simple, hein. Alors je la fais de manière assez diagonale, on va pas se mentir, parce que j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça et que ça reste quand même... plus de la culture générale qu'autre chose pour moi. Et ça reste quand même super intéressant. J'espère avoir terminé là, allez, première semaine de juin, max, voilà. Toujours en course. Et donc je me suis acheté le grand livre de la nutrition, le livre dont je parlais... je crois que c'était en janvier. Et c'est passé vite. Et je me le suis acheté parce que vraiment, il est très très bien ce bouquin. Donc je prendrai le temps de le lire à tête reposée. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. Non. Aujourd'hui, on va parler encore et toujours du ramen. Et d'ailleurs, je préfère être honnête, je pense qu'on va parler du ramen encore pendant quelques épisodes. Parce qu'il y en a des choses à dire. Dans ce nouvel épisode, je voudrais te parler des détails invisibles des fiches recettes ou des recettes qu'on a dans les bouquins ou qu'on trouve en ligne. Je m'explique, ne t'inquiète pas. L'année dernière, j'ai passé mon CAP cuisine. Je sais que j'en parle dans quasiment tous les épisodes, mais il n'y a pas une fierté particulière autour de ça, encore que je suis quand même assez fière de l'avoir validé, surtout avec une note aussi excellente. Tu me mettras en commentaire si tu as une idée de la note que j'ai eue à mon CAP. J'étais très fière. Donc j'ai passé mon CAP cuisine et je recommande à personne de le passer de la manière dont je l'ai passé, c'est-à-dire que je m'y suis prise à la dernière minute et pendant 4 mois, j'ai bouffé du CAP cuisine à fond tous les jours, tout le temps. Voilà, je me suis complètement farci la tête, c'est le cas de dire, avec du contenu sur la cuisine française. Ça a été très formateur pour moi, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai développé beaucoup de réflexes et d'automatismes dans ma manière de cuisiner désormais. Pourquoi je parle de ça ? Parce que notamment, il y a eu beaucoup de fois où j'ai dû apprendre des choses, alors soit culturelles, soit techniques, qui ne sont plus des techniques qu'on pratique aujourd'hui en cuisine, mais qui sont quand même des points qu'on doit connaître en tant que cuisinier pendant le CAP, soit par culture générale, soit parce que le fait de savoir les faire à l'ancienne nous permet de comprendre pourquoi aujourd'hui on ne fait plus de cette manière ou comment on a développé des nouvelles techniques. Bref, une fois qu'on a passé le CAP cuisine, on a compris une chose, c'est qu'on est censé avoir un lot de recettes de base en tête, qui sont des bases, comme je viens de le dire, voilà. Donc on a des bases, comment faire une pâte sucrée, comment faire une pâte sablée, comment faire un appareil à crème prise, comment faire un bouillon de volaille, par exemple. Donc ça, c'est des bases. Et ensuite, quand on va dans certaines recettes, on ne nous reprécise pas comment réaliser ces bases, on nous demande, faites un appareil à crème prise ou faites un bouillon. Mais on ne va pas repréciser toute la méthodologie pour faire le bouillon. Ça, c'est des choses qu'on est censé connaître. Dans ces méthodes, il y a plein de détails, plein de micro-étapes qui sont intéressantes de connaître, qui vont permettre qui sont relatives à la pratique. Par exemple, quand on fait un bouillon, on va nous dire faites un bouillon de volaille, par exemple. On va pas repréciser le temps de cuisson, on va pas repréciser de blanchir les carcasses, on va pas repréciser d'écumer régulièrement, on va pas préciser de nouer le bouquet garni, ce genre de choses. Parce que tout ça, c'est des choses qu'on est censé connaître. Alors, c'est pareil, c'est pas forcément précisé dans la recette de base, mais c'est des pratiques qu'on a expérimentées parce que c'est comme ça qu'on fait. Pourquoi je parle de tout ça ? Eh bien, parce que à la suite de ces 4 mois hyper intensifs de ma vie, eh bien, il y a des choses que j'ai commencé à pratiquer un peu plus que je faisais pas forcément avant. C'est-à-dire qu'avant, quand j'avais envie de faire une recette, je regardais vite fait une recette, je compilais même des recettes entre elles. Tu me diras si toi aussi tu fais ça. Je compilais des recettes entre elles, du même plat, hein, évidemment. Et puis je me lançais, quoi. Et il y a beaucoup de choses que j'anticipais pas.
Notamment, j'anticipais pas toujours, par exemple, les courses. Alors, c'est quand même mieux, hein, surtout quand on fait des plats avec des ingrédients qui sont pas forcément des choses qu'on a dans les placards. Donc ça, c'est quand même un peu mieux. J'anticipais pas toujours le matériel dont j'aurais besoin, ou alors le matériel qui s'adapte. Par exemple, si je devais réaliser une certaine recette et que j'avais besoin d'un ustensile particulier, soit j'avais l'ustensile et du coup je regardais pas forcément comment il allait être utilisé, soit j'avais un ustensile pas tout à fait le même, et du coup je regardais pas ce que ça allait provoquer comme différence. Je préparais jamais mes pesées, j'anticipais jamais mes pesées, ce qui fait que je me suis retrouvée plein de fois à démarrer une recette, à avoir commencé à mélanger certains ingrédients, pour finalement me rendre compte qu'il me manquait 50 grammes d'un ingrédient, parce que quand j'avais ouvert le placard, j'avais vu qu'il y avait de la farine, mais j'avais pas regardé combien il restait en grammes, hein. Voilà. Donc ça m'est arrivé plein de fois. Je me laissais porter par les étapes que la recette me donnait. Donc c'est-à-dire que je lisais la recette en même temps que je faisais la recette, et du coup, je suivais les étapes comme elles m'étaient indiquées. Alors, on va dire que 90% du temps, la recette a été proposée de sorte que les étapes sont logiques, mais ça vaut le coup d'aller revérifier quand même. Et surtout, il y a 2 choses que je faisais pas. C'était une partie de recherche et une partie d'anticipation. Alors, qu'est-ce que la recherche ? C'est que, par exemple, je ne prenais pas le temps de me poser des questions sur les techniques qui étaient demandées dans la recette. C'est-à-dire que je prenais pas le temps d'aller faire quelques recherches ou de soulever les doutes que je pouvais avoir sur certaines des parties techniques. Des temps de cuisson, des températures. Je donne un exemple très concret, par exemple. Combien de fois j'ai enfourné des gâteaux dans mon four sans savoir si c'était une chaleur tournante ou pas, et sans savoir à quelle hauteur devait être la plaque. Du coup, il y a plein de fois où soit j'ai cramé mes préparations parce que je les ai enfournées trop haut, soit elles ont eu du mal à cuire dans le fond parce qu'elles étaient enfournées trop bas. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Et la part d'anticipation, c'est plus relatif à moi, l'adaptabilité en fonction de mon matériel ou de mes compétences, les difficultés que moi je pourrais rencontrer. Je vais donner un autre exemple très précis. On dit que généralement quand on pratique, quand on expérimente, on retient mieux. Et ça c'est tout à fait vrai. Moi je retiens mieux quand j'expérimente. Le truc, c'est qu'il y a quand même des basiques, je n'arrive pas à les retenir. Voilà. Les meringues, par exemple, je n'arrive pas. J'ai beau savoir comment on fait une meringue, j'ai beau avoir fait 1000 meringues dans ma vie, ça c'est un des nombreux basiques que j'ai du mal à enregistrer. Voilà. Je suis sûre que toi aussi t'en as, tu viendras me le préciser en commentaire, parce que moi aussi je veux pas me sentir trop seule. Mais du coup, eh bien ça, typiquement, si je sais que j'ai une recette dans laquelle je dois monter des blancs en neige, ou alors je dois faire une meringue, eh ben je vais aller revérifier une fois de plus avant de faire la recette, et je vais presque venir me la noter. Oui, j'annote mes livres de recettes parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez précis. Et surtout, ça me permet d'avoir du coup des livres qui sont très personnalisés. Voilà. Bon alors, faut pas avoir envie de les revendre derrière, hein, ces bouquins, d'accord ? Donc maintenant, il y a vraiment ces réflexes-là que j'ai développés, ces automatismes. Je vais bien m'organiser en amont, vérifier les quantités, le matériel, le sens des étapes. Je vais aller faire des recherches sur les parties techniques, voire re-regarder des vidéos sur la partie technique. Et je vais également anticiper des difficultés qui sont relatives à moi, les questions que je vais pouvoir me poser moi au moment de pratiquer la recette. Et évidemment, je vais lire la recette. Alors avant, je lisais la recette, je vais pas te mentir, je pense que je lisais la recette de manière un peu diagonale, ce qui faisait que je la lisais sans être totalement vraiment attentive. Maintenant que je fais l'effort de me poser des questions sur la partie technique, etc., de fait, la recette, je la lis jusqu'au bout et de manière un peu plus sérieuse. Et puis je me projette aussi un petit peu plus dans les étapes, histoire d'anticiper les problématiques que je pourrais rencontrer. Lire une recette est une véritable compétence, on s'en rend pas compte. Certaines recettes, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être qu'elles allègent volontairement leur contenu, ou alors les auteurs des recettes pensent que t'es déjà au courant, et du coup, ils ne précisent pas certaines choses, parce que, voilà, c'est une évidence. Sauf que comme on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, tu te lances dans une recette et tu passes à côté de certaines étapes, ou tu passes à côté d'un bon résultat, simplement parce qu'il manquait de précision dans la recette. Et c'est là où ça peut être assez intéressant de refaire des recettes que tu as ratées, en essayant de chercher là où ça a posé problème, en reprenant des notes sur ta fiche recette, et en refaisant un tour d'essai, quoi. Peut-être même pour te créer ton propre livre de recettes. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Chaque fois que j'ai une envie, et j'ai souvent envie de bouffer des trucs différents,
eh ben, je prends une recette, je me la note dans un petit calepin et je reprends des notes à côté chaque fois que quelque chose n'a pas été comme je voulais. Et il y a un deuxième point qui vient s'accompagner à ça parce que au-delà du fait que ce serait trop facile de dire que c'est la faute de la recette, on est d'accord? Il y a aussi un petit effort à faire personnel qui est notamment de comprendre ce qu'on fait. C'est-à-dire de comprendre aussi, de faire un peu travailler sa réflexion sur ok, quand je fais cette étape de la recette, c'est quoi l'objectif derrière? Monter des blancs en neige, par exemple, l'objectif c'est d'avoir un gâteau qui va être plutôt aéré, mais sans passer par de la levure ou une préparation qui va faire gonfler. Donc forcément, si derrière je viens ajouter quelque chose qui est gras, je vais faire retomber en fait ce côté aéré. C'est une réflexion simple là que je prends pour que tu comprennes que quand tu fais une recette, quelle que soit la recette, il y a quand même à se poser la question de ok, cette partie-là de la recette, à quoi elle sert concrètement. Je sais que ça paraît hyper théorique de réfléchir comme ça, mais on n'est pas obligé de l'avoir au moment où on cuisine, mais en tout cas, c'est bien de l'avoir soit un peu avant, soit un peu après. Et je viens notamment pointer du doigt une sorte de croyance qui est que si des ingrédients sont bons, alors tous ensemble, ils seront bons. Faux. Et ce qui m'a amené à ça, c'est notamment le bouillon du ramen. Puisqu'en ce moment, je suis dans mon arc ramen, comme je le disais. En ce moment, c'est ramen par-ci, ramen par-là. Et la première étape du ramen, c'est le bouillon. C'est pas la seule, on est d'accord. Mais il y a quand même une grosse partie de la recette qui est le bouillon. Et quand je me suis un petit peu renseignée sur, du coup, les recettes de ramen, je me suis rendu compte que beaucoup de gens mettaient tout et n'importe quoi dans leur bouillon. Alors, je comprends l'idée de se dire, j'ai des bons ingrédients de qualité. Je vais les mettre dans l'eau de mon bouillon, comme ça va encore approfondir le goût. Alors que, en fait, c'est hyper contre-productif. Parce que il s'agit pas de mettre tout qui est bon, il s'agit de choisir de manière pertinente, de manière consciente. Par exemple, le tonkotsu, c'est un des bouillons les plus connus pour le ramen. C'est un bouillon qui est très long à préparer. C'est un bouillon à base de porc. Eh bien, dans la recette du tonkotsu, dans la plupart des recettes de tonkotsu, où tout ce qui fait qu'un tonkotsu est bon, c'est parce qu'il a le goût du porc et pas des légumes. Alors je sais que c'est très français de venir mettre de la garniture aromatique dans son bouillon, mais là c'est contre-productif parce que déjà c'est un bouillon qui va cuire à forte température pour l'émulsion du gras. Si on vient rajouter des légumes dedans et qu'on les rajoute trop tôt, on va ajouter de l'amertume, enfin en tout cas on prend le risque d'ajouter de l'amertume dans son bouillon. Attention à ne pas ajouter tout et n'importe quel ingrédient parce que certains légumes donnent plus de goût que d'autres, certains vont trop cuire, certains vont relâcher de l'écume, des impuretés, sauf que le tonkotsu doit pas être trop écumé, sinon on enlève le gras qui permet l'émulsion. Enfin voilà, il y a quand même une science derrière. C'est-à-dire qu'un bon bouillon de poulet pour un ramen ou un bon bouillon de porc pour un ramen, c'est à base de poulet ou c'est à base de porc. Et il n'y a presque rien besoin de plus. La cuisine japonaise nous apprend que tout n'a pas besoin d'être présent, il faut faire des choix cohérents et il faut parfois accepter de retirer des choses. Le but, ce n'est pas que chaque élément soit bon individuellement, le but, c'est qu'ils soient tous cohérents ensemble. Quand je veux aller vers un ramen au poulet, avec un bon goût de poulet, eh bien je ne vais pas forcément venir ajouter tout un tas de choses par-dessus qui vont masquer le goût du poulet. Et là, je parlais du bouillon, mais c'est le cas avec aussi les garnitures qu'on va mettre dessus, l'huile aromatique, le taré, etc. Toutes les choses qu'on va venir ajouter dans le ramen doivent aussi être cohérents avec la base au départ. C'est ça qui fait qu'un ramen est puissant en saveur et a une espèce de profondeur, parce que tous les éléments de la recette se répondent. Alors un dernier petit point. Donc en ce moment, je disais, je suis dans mon arc ramen. Donc je l'ai expliqué, je pense, dans l'épisode précédent. Sinon, c'est disponible sur le blog umikan.fr. Il y a un article complet sur ce qui constitue un bouillon ramen. Puisqu'un ramen, c'est un ensemble de plusieurs recettes qui se répondent les unes les autres, qui est notamment le bouillon, donc la base principale, le taré, l'assaisonnement, l'huile aromatique qu'on va venir mettre avec l'assaisonnement et le bouillon, c'est ça qui donne sa richesse et sa profondeur au bouillon. Les nouilles, qui ne sont pas juste des nouilles blé-œuf, d'accord ? Et également les garnitures qu'on va venir poser sur son ramen. Ça, c'est un ramen. Ça, c'est tout le système autour du ramen. Et donc, ça veut dire qu'on a
à peu près, alors je dis 5 recettes, en fait c'est beaucoup plus, mais on a 5 parties. Il faut qu'on coche les 5 parties, mais par contre après, avec quoi on remplit ces 5 parties, ça peut être différent. Mais attention, ça ne veut pas dire que je peux mettre n'importe quel bouillon, avec n'importe quelle huile aromatique, avec n'importe quel taré, avec n'importe quelle nouille, etc. Concrètement, il y a quand même, on peut, alors peut-être pas une infinie combinaison, mais en tout cas, on peut faire des combinaisons assez intéressantes à partir du moment où on a compris chaque étape. Mais c'est vrai que de l'extérieur, c'est très dense, puisqu'il y a quand même beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de recettes différentes. Ça peut être un peu intimidant de se lancer dans le ramen. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que vraiment, je prends partie par partie. Donc là, en ce moment, je suis sur les bouillons, je prends vraiment le temps de faire des bons bouillons, quitte à ce que le reste des préparations soit du tout prêt, ou alors soit un peu moins bonne, mais vraiment déjà pour me concentrer sur chacune des étapes. J'ai pas besoin nécessairement de faire toutes les étapes en une fois. J'ai pas besoin de faire un ramen de A à Z pour pouvoir pratiquer des parties du ramen. Et je trouve ça même plus intéressant parce que travailler juste les bouillons, déjà, ça permet de comprendre des choses qui fait qu'on va pas forcément utiliser les bouillons uniquement dans le ramen, on va l'utiliser aussi dans d'autres recettes. Et je trouve que là où on arrive dans le système du ramen, où ça peut être très sclérosant parce que tout est, il faut un bouillon, le bouillon c'est comme ça, il faut respecter telle règle, ensuite il faut faire le talé c'est comme ça, c'est telle règle, etc. Ça peut être très paralysant parce qu'on se dit, vraiment, si je le fais pas comme ça, j'ai l'impression de ne pas faire un vrai ramen. Là où, en réalité, on apprend une bonne fois pour toutes comment on fait un bon bouillon, comment on fait un bon talé, comment on fait une bonne huile aromatique, etc. Et une fois qu'on les a fait bien, qu'on a bien compris les fondations, et on peut se dire, oh attends, j'ai pensé à un truc pendant que je faisais, je vais essayer de mettre ça, avec ça, avec ça. Et c'est là où ça développe un peu plus la créativité, l'inspiration. Je suis en train d'arriver dans cette phase-là. Dans cette phase où, au début, je mettais un peu du temps à me mettre au ramen parce que, effectivement, je me rendais compte à quel point c'était dense, à quel point c'était quand même assez paralysant, que c'était strict, qu'il y avait plein de règles, plein de choses. Ça me paraissait une montagne très haute à escalader. J'ai fait cet effort. Là, je sors de 48 heures de bouillon, j'en peux plus. Je sens le porc et le poulet, voilà. Donc je sors d'une grosse session où je me suis mise vraiment sur le bouillon et c'était dur, mais j'en suis ressortie en me disant ok, je vois tout ce que je peux faire avec ça, ça m'a popé plein de questions en tête, ça m'a popé plein de réflexions et donc là je suis déjà en train de me dire ok, je vois ce que je vais faire pour la suite. Mais il a fallu passer par cette phase de d'abord j'apprends la bonne méthode, d'abord j'apprends comment on fait fondamentalement un bon bouillon, comment on fait fondamentalement un bon taré, etc. Voilà, donc là, on en est là. Alors, je suis pas encore une experte, je suis encore en train d'apprendre des choses sur le ramen, mais voilà déjà un petit peu tout ce que j'en ai compris. Et les points sur lesquels je voulais vraiment attirer ton attention, notamment le fait que prendre un peu plus le temps d'analyser ses recettes, d'analyser ses forces et ses faiblesses, de se poser les questions de où est-ce qu'on veut aller avec la recette, quel est le résultat attendu. Et souvent, c'est de la logique, on va pas se mentir. Souvent, quand on sait quel résultat on veut, les étapes avant sont logiques et surtout, pendant qu'on est en train de faire les étapes, on est capable de savoir, ok, là je vais dans la bonne direction ou pas, parce que si je reprends mon exemple de la meringue, moi je ne sais jamais à quel moment m'arrêter au niveau du montage des œufs, enfin du blanc d'œuf, on entend. Voilà, donc c'est important de savoir où tu vas, parce que ça te permettra de réajuster un petit peu ton itinéraire. Pendant... c'est beau, parce que faudrait que j'écrive des bouquins, non ? Tu me diras s'il faut que j'écrive des bouquins, tu me diras en commentaire. Le ramen, c'est complexe, mais plus tu t'y intéresses, moins ça devient opaque, d'accord ? Il y a des choses qui deviennent évidentes, des liens qui apparaissent, et puis ça permet de développer un petit peu l'imaginaire, de donner envie de voir les différentes possibilités. Je crois que moi, ce que j'aime particulièrement aujourd'hui dans le ramen, c'est pas uniquement le goût, c'est aussi tout le système qu'il y a derrière, toute la réflexion que ça me génère aussi. Ça, c'est intéressant. Tu sais comment m'aider, Pour cela, il suffit de mettre une bonne note, de partager cet épisode autour de toi. Je pense sincèrement que, et là, je vais te partager un vrai secret. Honnêtement, si tu partages cet épisode, je pense que ton ramen sera meilleur. Ça, c'est un ingrédient secret, mais je te le dis qu'à toi. Voilà. Moi, je te dis à très très vite. Ciao, ciao.